Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pablo. On se retrouve sur le Mayor of Club avec Julien, notre compte. Bonjour à tous. Donc là, on va faire un petit question-réponse sur Q42 Launchpad. On a des questions pour toi, Mike Point. C'est ça. Je crois que on avait posé sur le forum pour récupérer toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je crois que souvent, on fait des trucs comme ça. Et après, le but, nous, c'est de faire une vidéo. Comme ça, on répond à tout le monde en une vidéo plutôt que d'envoyer, je pense, 400 messages, vu que c'est souvent les questions qui reviennent un peu tout le temps les mêmes. Donc, ouais, non, n'hésite pas. Du coup, on va du coup faire des Q&A. Il y a combien de questions à peu près? Il y en a une petite vingtaine. Ok, donc petite vingtaine de questions et on va essayer d'être pas trop long non plus. De toute façon, j'ai le timer. On va essayer de faire un maximum 1 minute par question. Faut que tu m'arrêtes si je pars trop et on démarre quand tu veux. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Première question. Est-ce que tu pourrais nous définir les termes TGE, Cliff, Vesting et FDV? Yes, donc déjà pour refaire une intro, donc Q42 c'est un launchpad, donc Q donc Q pour Quant et 42 je vous laisse rechercher sur internet. Donc c'est vrai que tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, donc c'est pas un conseil financier. D'ailleurs j'ai mis un t-shirt Not Financial Advice, je peux pas être plus clair, mais on va essayer de revenir sur un petit peu tout pour expliquer du coup le launchpad, qu'est-ce qu'un launchpad et un peu tous les termes. Donc c'est vrai que tu me poses la question sur TGE, Cliff, Vesting et FDV. Donc, c'est les 4 termes que vous allez tout le temps voir pour récapituler, pour expliquer les terms, donc les conditions de chaque vente. Donc, TGE, c'est Token Generation Event en anglais, qui est en fait quand est-ce que le token est émis et est listé sur un échange centralisé, le plus souvent du Bybit ou du Mexi ou du Gate ou autre. Cliff, c'est finalement le nombre de temps où après le TGE, si vous avez plus ou moins de tokens libérés en fait à ce moment-là, le temps où vous allez être bloqué, ou pendant ce temps-là, vous n'allez plus recevoir de token. Et après, vous avez un vesting qui, donc c'est que des mots anglais à chaque fois, qui va vous dire sous quelles conditions vous allez récupérer des tokens. Est-ce que ça va être tous les mois? Parfois, c'est un peu exhaustif, c'est tous les 3 mois, parfois c'est tous les jours. Donc, vous récupérez des tokens petit à petit. Et donc voilà, en fait, comment ça se passe un investissement, on va dire VC, parce que ça reste du VC. Donc en gros, c'est des projets, vous investissez avant que le token soit émis. Et donc eux, ils récupèrent des investisseurs en amont qui investissent donc contre des tokens, entre guillemets, à une certaine valorisation, donc qui est une certaine FDV, donc Fully Diluted Value. Donc on parle de FDV en VC et pas de market cap, parce que la market cap, elle est amenée à changer donc tout le temps, et en plus, ça dépend des tokens qui vont être émis, etc. Donc ça peut être un peu confusing, ça peut être un peu bizarre de dire ça, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on parle de FDV et qu'on compare du coup tout en FDV. Et d'ailleurs, c'est un truc hyper intéressant, je pense, c'est de regarder plutôt les projets en FDV qu'en market cap. Mais ça, c'est un autre truc. Et donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est que vous investissez dans un projet, le token n'est pas encore listé, à un moment donné, le token va être listé, et donc en fonction des termes que vous avez, combien vous allez avoir d'unlock ou pas au TGE, combien de cliff, combien de vesting, à combien de FDV, ça vous permet de jauger, on va dire, donc un deal, donc un projet qui cherche des investisseurs, s'il est plus ou moins bien. Ok. Est-ce qu'on peut investir en Launchpad quand on est un petit portefeuille? Alors, 100%, c'est d'ailleurs le but du Launchpad, c'est que très souvent pour pouvoir entrer dans ces projets, c'est des tickets de 5 000, 10 000, voire certains projets là, c'est 100 000 $ minimum d'investissement, donc c'est quand même très compliqué. Donc c'est vraiment le but de ça, en étant, même si on a un petit portefeuille, de pouvoir investir. Et de toute façon, le but quand même du VC, c'est de faire le plus de deals possible. Donc bien évidemment, quand je dis ça, c'est pas faire tous les deals qui passent, mais c'est d'essayer de sélectionner au mieux les deals et d'essayer de faire quand vous pouvez les faire, quand vous pensez que c'est des bons rendements risques. Donc c'est un bon deal. Donc ouais, bien évidemment, c'est exactement fait pour ça. Après, sur certaines ventes, le ticket minimum sera peut-être relativement haut, mais pour les petits portefeuilles. Et je pense que si c'est comme ça, c'est juste parce qu'en fait, on peut pas faire autrement de par certaines conditions, on va dire, de la vente, que ce soit la chain ou autre, pour des raisons de coût ou autre. Ok. Question suivante en lien avec la précédente. Quel money management adopter pour s'exposer au Launchpad? Alors ça, c'est une bonne question. Encore une fois, c'est aussi à vous vous êtes plus à même de savoir ce qui est bon pour vous. En fait, je pense que la question que vous devez vous poser, c'est la question de rendement risque. C'est finalement, je vais rester un peu vague sur cette question-là parce que j'ai pas envie de donner quelque chose lit dans le marbre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont faire que ça et des gens qui vont en faire que 10% de leur portefeuille, etc. Moi, je pense que ce que je regarde, c'est le rendement risque. C'est finalement regarder à chaque instant du marché quel est le meilleur rendement risque. Par exemple, est-ce que j'achète du Bitcoin à 70 000 $? J'en ai pas acheté. Est-ce que j'en vends? J'en ai pas forcément vendu non plus. Enfin bref. Donc c'est toujours pareil. C'est de regarder cette question de rendement risque. Et finalement, c'est sur chaque deal,
comparer les termes que vous avez par rapport à ce que vous pouvez récupérer sur le marché. Je parle du premier deal, donc Okia Origin. Donc, si on regarde le deal qu'on avait sur le marché par rapport au marché, en fait, voilà, c'est de comparer ça et après vous faire vos recherches et vous faire votre propre opinion. Et après, à vous de savoir où est-ce que vous mettez le risque. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le club, on a 3 types de portefeuilles. Et je pense que ça peut illustrer pas mal sur le Launchpad d'avoir 3 types de profils de risque. Et donc, c'est plus à vous de voir ça, honnêtement. Et c'est qu'en faisant des recherches que vous allez vraiment pouvoir donner une réponse pour vous personnelle qui fait sens. Ok, super. Quelle stratégie de sortie adopter en fonction de son profil de risque? Ça, c'est une question. Moi, je te reposerai la question d'avant. Je te répondrai. Toi, tu fais quoi comme allocation sur le Launchpad? En termes de pourcentage dans mon portefeuille? Ouais, par exemple. Moi, je suis chaud pour Parce que mettre. pour donner un peu de contexte, avec Pablo, on a fait quelques deals qui sont bien passés. Donc forcément, Pablo, ça l'a motivé encore plus de vouloir investir. Donc c'est pas non plus le but. Mais je pense que tu as une vision assez spéciale finalement maintenant du Launchpad par rapport à je sais pas ce qu'on peut penser. Ouais. Ouais, je pense une allocation de 1-2% de son portefeuille par Launchpad, moi, ça me paraît pas zinzin non plus. J'essaie de me mettre à la place des plus petits portefeuilles qui vont qui vont devoir prendre en compte les allocations minimales, etc. Je pense qu'un money management à 1% ou 2 par Launchpad, c'est pas dégueu. Et est-ce que toi, ça te dérangerait d'avoir plus de 50% de ton portefeuille en deal VC Launchpad? Non, non, puisque avec le temps et à travers les deals, on va avoir des unlocks, etc. Il va y avoir la possibilité potentiellement de se ROI avec le TGE, les vestings, etc. Donc je pense que c'est plus un roulement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de pas investir sur trop de launchpad d'un seul coup, mais justement de les laisser passer à travers le facteur temps. Ok, c'est intéressant. En fait, ce que j'ai te faire dire, parce que c'est vrai on a pas mal discuté, c'est qu'en fait, toi, finalement, tu as bien compris cette approche de rendement risque et de te dire que je regarde pas forcément combien tu veux allouer maximum sur ces allocations-là. En fait, c'est tant que pour toi, le rendement risque est plus intéressant sur Launchpad que d'acheter un autre token qui est déjà listé sur le marché, tu veux dire tu priorises le Launchpad. Quoi. Et moi, je raisonne un petit peu pareil maintenant. Et d'ailleurs, moi, ça me fait acheter beaucoup moins de coins, d'être beaucoup plus rigoureux sur le trading depuis qu'on fait beaucoup plus d'activités-là. Du coup, Clairement. je t'ai coupé sur la prochaine question. Vas-y, si tu peux me la répéter. Y a-t-il une idée du genre de rentabilité qu'on peut avoir avec ce type d'investissement? Ouais, donc c'est toujours pareil, c'est difficile à dire. Encore une fois, rendement passé, sans pas rendement futur, etc. Le concept, je pense, c'est toujours pareil. C'est de bien faire ses recherches sur le projet pour être conscient et savoir pourquoi on investit. Comprendre qu'aussi un projet peut faire sens dans un cadre de diversification. Par exemple, moi, le gaming, j'en ai très peu parce que tous les tokens de gaming qui sont listés, soit je les ai vendus, soit je les trade, mais je ne me vois pas avoir une exposition trop longue dessus. Donc, je suis vraiment très patient et je suis un peu capricieux. Donc, je suis très content de pouvoir prendre des deals gaming et je suis très agressif dessus. Et donc, je me prends pas trop la tête sur les rendements. Sur certaines choses où j'ai déjà beaucoup d'exposition, je pourrais être un peu plus, tu vois, en mode qu'est-ce qu'on peut avoir, comparer bien à ce qui est au marché. Mais toujours pareil, c'est toujours pareil, c'est un peu la magie du VC, c'est de se dire que on peut faire des 1 fois 1000, on peut faire des fois 100, on peut faire des fois 20, des fois 50. Tu le sais, il y a pas longtemps, on a fait un fois 20, 30, enfin, c'était pas combien le prix maintenant. Il y a pas longtemps, on a fait encore un fois 20. Donc voilà, après, encore une fois, on n'a pas tout vendu, on n'est pas tout sorti. Donc c'est hypothétique, c'est sur le papier, on va dire, comme on dit. Mais toujours pareil. Moi, c'est pas le, bien sûr, c'est ça qui est intéressant, mais je pense pas que ce soit ça. En fait, je sais pas la décision d'investissement, elle soit faite sur ça. La décision d'investissement, elle doit être faite sur comprendre le rendement risque du projet, comprendre le risque qu'on prend et comprendre juste pourquoi, en fait, c'est juste un meilleur rendement risque que les projets qui sont déjà listés ou autres. Et donc, en fait, tu raisonnes différemment, en fait. Et je pense que de raisonner comme ça, c'est beaucoup plus intéressant et tu comprends beaucoup mieux l'idée de diversification, pourquoi les deals vont être différents, etc. Plutôt que d'avoir des personnes qui vont être là à vouloir trop sélectionner, se dire, ouais, là, celui-là, je pense que je vais faire x100, je prends, celui-là, je vais faire que x10, je prends pas. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est quel risque tu prends. Et donc, finalement, c'est ça qui compte. Ok. C'est quand la prochaine sale, Quant? Ça, j'en ai aucune idée. Pour suivre les actualités, il faut regarder le Telegram et le Twitter. Il y aura les liens dans la description. Donc, je crois que c'est les 2 seuls canaux officiels pour Q42. Donc, c'est Q42_co. Donc, sur Twitter et sur Telegram. Et je vous conseille du coup de suivre que ces canaux pour avoir des sources d'informations qui soient les plus véritables possibles. Et est-ce que tu pourrais nous donner le projet de la prochaine sale? Moi, j'ai pas le droit. Je pense que si je le donne, je me fais tuer. Donc Moi, non, c'est bon ou là, je pas? peux pas. Donner. En plus, quand elle sera sortie la vidéo, peut-être que le projet sera déjà annoncé. Donc non. Yes. En plus, j'ai déjà des rumeurs sur peut-être les prochains, etc. Donc surprise.
C'est Noël. Est-ce que vous avez des informations concernant la libération du jeton OXYZ? Ouais, alors donc du coup par rapport à Oxia et même les prochains projets, donc c'est très rare qu'un projet quand on investisse dedans ait une date 100% fixe du TGE, donc quand est-ce que le token va être listé, pour plusieurs raisons, hein, des conditions de marché, le projet peut-être peut attendre d'avoir fini certaines choses. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que la décision peut être amenée à changer. C'est pour ça qu'on n'est pas hyper clair, hyper précis dessus, simplement parce qu'en fait ça dépend pas de nous et le projet peut se dire bah voilà, par exemple Oxia devait être listé à mon avis courant de l'été et le marché a pissé énormément. Enfin bref, donc c'est pas un bon moment pour eux, donc ils vont décaler le lancement pour faire mieux les choses. Et je pense que ça, il faut vraiment laisser les projets choisir. Je pense que bien sûr, ils sont advisés, même nous, on peut leur donner des conseils et tout ça là-dessus, parce qu'ils veulent notre avis sur certaines choses, mais je pense qu'il faut laisser les projets faire leurs choses. Je pense que sur ça, ils sont beaucoup plus à même de savoir que nous. Ok. Comment s'assurer de pouvoir participer à tous les Launchpad Q42? Alors ça, c'est une bonne question. Donc sur Launchpad, il y a pas de token, il y a pas de, on va dire, de frein pour pouvoir investir. Pour le moment, c'est un peu first come, first serve, donc premier arrivé, premier servi. Donc je crois qu'on a essayé de faire au mieux pour Oxy Origin. Donc c'était un cas exceptionnel parce qu'on a été vraiment patient. Parce qu'on sait qu'il y en a, pour certains, ça prend plus de temps. Il y en a qui travaillent la journée, qui peuvent faire ça que le week-end. Donc on a essayé vraiment de faire au mieux. Mais sur les prochaines ventes, ça sera pas le cas parce que tout simplement pour nous, sinon c'est vraiment beaucoup trop de travail. Et donc du coup, ouais, je dirais c'est first come first serve. Et donc souvent il y aura un formulaire, ça dépendra un peu des projets. Donc il faut bien faire les choses, faut être j'ai envie de dire un élève studieux. Je veux pas trop tease là-dessus, mais il y aura forcément, enfin il y aura des petites updates là-dessus qui vont venir et qui vont du coup clarifier un peu ça et même clarifier si tu as déjà investi dans un deal, qu'est-ce que ça t'apporte sur les prochains deals, etc. Enfin bref, il y aura un peu de gamification par rapport à tout ça. Et j'en ai aucune idée de quand ça arrive parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Ok, très intéressant. Est-ce qu'il y a des narratifs qui sont plus visés que d'autres dans le choix des projets? Alors ça, je peux pas expliquer, ouais. Je peux pas donner parce qu'en fait, c'est toujours pareil. On peut pas leak de l'alpha, donc ça, c'est le quant, il essaie de générer de l'alpha, donc ce qui permet de surperformer le marché. Et donc sur ça, on préfère pas en donner, surtout qu'en plus cette thèse, elle est amenée à évoluer relativement rapidement en fonction de ce qu'on voit sur le marché et ce qui se passe. Donc on essaie toujours pareil d'essayer d'anticiper le plus possible et se positionner le plus en amont possible. Ouais, par rapport à ça, j'ai pas envie de donner de réponse. On garde ça secret. Ok. C'est une partie de la magie. Question suivante. Quelle blockchain utiliser pour participer au Launchpad? Ouais. Alors là, à chaque fois qu'il y a une cell qui est émise, donc il y a les terms et il y a un minimum d'investissement et un maximum d'investissement par projet. Et donc vous pouvez effectuer un paiement sur 2 chains pour le moment, donc Ethereum et Binance Smart Chain. Donc on a mis Ethereum parce que bon, voilà, c'est beaucoup utilisent toujours Ethereum ou sont fans d'Ethereum. Et Binance Smart Chain simplement pour des raisons de frais, parce que sur Binance Smart Chain, les frais sont vraiment presque négligeables, j'ai envie de dire. Et moi, je vous conseille d'utiliser la Binance Smart Chain. Sur le premier deal, j'ai utilisé personnellement la Binance Smart Chain. J'essaie d'éviter le plus possible Ethereum je crois que même il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé Ethereum. Donc faites attention à Ethereum, les frais sont importants. Voilà, c'est toujours pareil. Le but c'est pas de donner les frais bêtement et de vous faire un setup avec un échange centralisé où vous avez tout connecté au mieux. Faire attention aussi quand vous faites les transferts, pas vous faire d'erreurs, etc. Donc c'est pour ça. Le mieux c'est de faire ça les choses calmement, toujours faire des tests avant. Pourquoi pas sur maintenant il y a plein d'exchanges qui offrent je préfère c'est un petit point sécurité, un petit point ça mange pas de pain, où vous pouvez ajouter les white labelliser les adresses, je sais pas comment on dit ça en français. Bref, white labelliser les adresses et donc du coup ça permet de pas avoir à rentrer l'adresse, à faire des copier-coller à chaque fois et c'est vraiment hyper pratique et ça enlève on va dire une charge mentale par rapport à ça. Mais ouais, ça sera sur ces deux chains là pour le moment et il y aura sûrement d'autres intégrations qui arriveront je pense rapidement. Et pour les paiements, c'est USDT et USDC, c'est bien ça? Exactement, ouais, exactement. Ok. Pour pas obliger d'utiliser l'USDT, parce qu'on sait que certains d'entre vous ont parfois un peu peur de l'USDT, ce que je comprends. De quel portefeuille ai-je besoin pour participer au Launchpad? Alors, MetaMask, tout simplement parce que je pense que c'est celui dont tout le monde a, qui est le plus facile à utiliser et qui est un peu le mieux. Enfin, pas le mieux, mais on va dire le plus mainstream. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire un MetaMask donné pour Q42 pour pas mélanger avec ce que vous faites à côté, que ce soit les NFT ou autre. Donc après, si vous êtes extrême, vous pouvez faire un MetaMask par sale. Faites attention à pas perdre les private keys. Je préfère le dire, parce que parfois, c'est des investissements qui prennent un peu de temps, donc faut pas oublier ça. Mais ouais, je conseille de faire un MetaMask séparé et d'être très rigoureux là-dessus. Clairement. Y a-t-il des allocations minimales et maximales et seront-elles toujours les mêmes à chaque sale? Donc, elles vont être amenées à changer. Pour donner un petit peu de contexte, il y a parfois des chains qui sont hyper chères et où nous, même si on essaye de bien optimiser les transferts, ça coûte de l'argent. Donc, on va être obligé de faire des allocations minimum qui soient
relativement importante. Mais le but pour nous, c'est de rendre le Launchpad le plus inclusif possible. Et à terme, avec la technologie qu'on développe en interne, ça sera relativement faisable. Mais voilà, donc ça va fluctuer. Parfois, ça sera minimum, peut-être, je sais pas, $5 000, parfois minimum $1 000. Donc ça dépendra un petit peu des ventes. Donc c'est à vous de suivre sur ça. Ok. Y aura-t-il des avantages pour avoir participé à plusieurs launchpads sur Q42? Ça, c'est une bonne question. Alors oui, et j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'il y a des trucs cool qui arrivent. Donc, mais oui, bien évidemment que oui. Ouais. En fait, c'est toujours pareil. C'est un launchpad communautaire. Nous, le but, c'est d'essayer d'aider le plus possible toutes les personnes, tous les membres qui nous font le plus confiance. Et donc forcément, on est obligé de trouver un système par rapport à ça. Et surtout, d'autant plus que, encore une fois, la thèse d'investissement, elle est quand même de pas trop filtrer non plus, quoi. Donc c'est sûr que si vous avez déjà 40% du portefeuille qui est en gaming, vous êtes surexposé et vous pouvez pas vendre ou vous voulez pas vendre, bah voilà, peut-être la Celoxia, c'est pas le meilleur rendement risque par rapport à diversification et ce que vous avez dans votre portefeuille. Mais pourquoi, par exemple, pourquoi pas, je pense qu'il y a un membre qui m'a dit c'était intéressant, qu'il avait du Illuvium dans le portefeuille, je sais pas depuis assez longtemps, peut-être c'est un gamer, je sais pas, et qui m'a dit j'ai vendu ce dont j'avais besoin en Illuvium pour faire la sale. Et donc je sais plus, il m'a envoyé ça et puis une semaine après il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, j'ai regardé et je pense que c'était un bon trade à faire. Donc, encore une fois, on sait jamais si c'est un bon trade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'instant T, quand il a pris la décision, je pense que c'était plutôt un trade intéressant, quoi. Et par exemple, toi aussi, tu as fait le même truc sur j'ai pas envie de donner le nom du projet, mais tu as vendu le token qui correspond un peu au projet, enfin, bien un point de vue plus grosse picture, bigger picture, pour rentrer dans le projet parce que tu n'avais pas de stablecoin. Et je trouve que c'est des trucs qui sont intelligents à faire. Parce que toujours pas, en fait, c'est le but du portefeuille, c'est, tu vois, maximiser le rendement risque et maximiser le potentiel gain que tu peux avoir sur le long terme. D'être bien exposé au bon endroit au bon moment. Exactement. Quelles sont les différences entre les launchpads Q42 et les launchpads de Binance? Alors, c'est une bonne question. Donc déjà, nous, il n'y a pas de token. Donc sur Binance, tout passe par le token BNB, soit pour en mettre qui les échange contre le token correspondant, soit vous mettez du token et ça farm, on va dire, le projet. Donc après, Binance, c'est une stratégie un peu différente. Donc j'ai pas trop envie d'entrer dans le détail pourquoi. Mais Binance, c'est pas exact. Enfin, c'est des launchpads. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est souvent des tokens que Binance récupère via le projet. Et donc, ils ont un partenariat entre guillemets comme ça. Nous, c'est différent. C'est que nous, on investit dans le projet et contre une somme d'argent, le projet nous échange des tokens. Donc, c'est un petit peu différent, je pense. Après, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Encore une fois, moi, ce que je pense, c'est de la spéculation vu qu'on ne sait pas tout ce qui se passe derrière chez Binance. Donc, c'est un peu une mécanique quand même relativement différente. Et puis il y a aussi cette histoire de devoir s'exposer à un token qui est volatile pour pouvoir participer et farmer le launchpad, qui peut être une barrière aussi. C'est ça. Et puis en plus, tu choisis pas de tes allocations. C'est quand même un truc très whale driven quand même, le launchpad Binance. Moi, j'ai des copains qui ont des milliers de BNB et forcément, tu vois, c'est ça. Enfin, c'est quand même très là-dedans. Enfin bref. Donc, après, je comprends. Binance, ils ont besoin de ça pour l'écosystème BNB et tout ça. Donc, mais voilà, c'est quand même assez différent la logique. Nous, le but, c'est qu'il y ait le moins de friction possible. Ok. Et du coup, en parlant de ça, la question elle est liée à la précédente réponse. Prévoyez-vous de sortir un token ou pas? Je pense pas. Je pense pas du tout. Donc voilà. Après, si beaucoup de personnes nous poussent à faire un token ou à donner des idées de token, des trucs intéressants, pourquoi pas. Mais en fait, je pense que c'est toujours pareil. Moi, ça me ferait chier d'acheter un token, je sais pas, de le bloquer pour participer au truc, etc. Après, je comprends, il y a des launchpads qui en ont besoin parce que c'est juste pour avoir un business model ou pouvoir juste survivre parce que ça coûte de l'argent et tout ça. Donc, je saurais pas trop dire. Moi, je dirais que je suis pas convaincu pour le moment, mais bon, pourquoi pas avoir, ouais. Ok. Je trouve d'avoir un token qui sert que pour le launchpad, je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, je comprends, hein, mais je sais pas. Mais aucune idée. Et du coup, dernière question. Est-ce que le quant peut nous donner sa vision du VC et comment est-ce qu'il investit? On est allé vite, donc c'est plutôt cool. Ou alors une vision, donc pour donner un peu la vision quant. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est de comprendre un peu la classe active. Après, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce que encore une fois, je veux pas donner les secrets ou expliquer trop de choses. Et en fait, c'est simple. Donc par exemple, moi en perso, je dois avoir 10 deals par semaine qui passent sur le bureau, par email, des copains qui me font des introductions, etc. Même plus, tu vois, je dirais 10, 20 deals ou des deals que j'entends parler, ça fait peut-être 10, 20 deals par semaine. Parfois, c'est des deals qui se répètent un peu.
L'idée, c'est sur ça. Moi, j'essaie de filtrer le plus possible sur ce qui m'intéresse pas. Là où, tu vois, juste d'un point de vue narratif, après, je regarde un peu les rendements. Enfin, bref, on a tout un process quantitatif, en fait, pour faire ça, qu'on est en train de développer. Et d'ailleurs, on est en train d'acheter de la data. Donc, on est hyper friand de parler avec plein de mecs qui ont fait beaucoup d'ici pour récupérer pas mal de data, pour construire, tu vois, notre data room. En fait, c'est tout ce qu'on a là-dedans pour être capable de qualifier bien un deal, éviter plein de choses. Donc, bref, avoir tu vois, les bonnes choses qu'il faut voir sur un projet, les choses qu'il faut, quand tu les vois, il faut se dire, oula, prudence, prudence. Et pour construire vraiment le process le plus quantitatif possible, moi, c'est ce que je fais en perso. Et du coup, moi, je me retrouve en perso à investir dans un projet, je vais dire, toutes les 1 semaine, 2 semaines. Et souvent, je dirais, il y a un projet tous les mois, 2 mois, avec lequel j'ai un partenaire advisory. Donc, je les aide sur le market making, je les aide sur aussi leur raise, comment bien gérer leurs finances, ça derrière, bref, pas mal de choses comme ça. C'est là où j'apporte beaucoup de valeur pour les projets. Mais et donc ça me permet aussi là ça fait 8 mois qu'on fait ça, d'avoir parlé avec plein de projets, d'être dedans. Et donc voilà, en fait, c'est de filtrer le plus possible, en fait, finalement. C'est dit, il y en a vraiment plein, il y en a partout. Faut avoir peur d'en rater, je pense. Il faut essayer d'en faire quand même pas mal et vraiment sélectionner les bons deals. Parce que des deals, vous pouvez en voir passer vraiment une quantité astronomique. Et il y a plein de deals où en fait, il y a des choses qui, de base, et en fait, ça qui est toujours pareil, c'est un peu comme en crypto. Il y a des deals parfois où la team est super, mais le token économique, ça est pourri, ou les investisseurs qu'il y a dedans, c'est pas bon. Bref, il faut vraiment avoir une combinaison de plein de choses. C'est jamais parfait. Toujours pareil, si c'était parfait, ce serait trop simple. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce process, nous, quantitatif le plus possible pour entraîner, entre guillemets, un peu des modèles, pour pouvoir être capable de classifier la décision. Est-ce qu'on investit, on n'investit pas? Et quand on investit, essayer de pouvoir un peu prédire le rendement qu'on peut faire ou le rendement risque. C'est-à-dire qu'est-ce que tu peux perdre par rapport à ce que tu peux gagner. Et donc, finalement, c'est ça qui fait sens. Et après, bien évidemment, il y a le fait que moi, je parle avec plein de potes qui connaissent encore mieux les cryptos que moi, qui sont en crypto depuis 10 ans plus, et qui, du coup, on a vu passer vraiment une quantité astronomique et qui, tu vois, voient plein de deals passer et qui, tu vois, ont l'œil sur les teams, ils sont bien connectés. Tu sais ce qui peut marcher, pas marcher, les narratifs qui peuvent arriver, comment anticiper les trucs, etc. Et je pense que quand même, il faut avoir une dimension, il faut avoir une longueur d'avance. C'est comme ça qui fait la différence. Toi, tu l'as vu sur pas mal de deals, tu vois, que je t'envoie pour que tu te fasses l'œil, que tu vois un peu les trucs. Il faut quand même avoir une longueur d'avance. Il y a des choses, parfois, on ne se rend pas compte parce que c'est difficile de voir maintenant, mais il y a des trucs qui peuvent se faire. Et voilà, et après, je pense que c'est compliqué. Parce que je dirais, le truc le plus dur, c'est de voir un peu de tout. Tu peux voir des EK, du gaming, de la DeFi, bref, vraiment de tout. Et donc, toujours pareil, pouvoir comparer des projets qui ne sont pas pareils. Tu sais, comparer du football avec du tennis, etc. C'est pas forcément simple. Mais je pense qu'à force, tu te fais ton œil et tu arrives à construire vraiment ta thèse d'investissement. Donc après, il y a aussi beaucoup d'humain, c'est-à-dire de comprendre, parler avec les mecs, sentir, tu vois, un peu le gut feeling, tu vois, un peu. Mais on essaie vraiment de construire quelque chose qui est le plus quantitatif possible, avec toute cette data, etc. Et donc, tu vois, c'est pour ça que, tu sais, comme je te montrais sur l'Excel, avec toutes les cases, tous les trucs cochés pour vraiment faire les data et après faire un peu de Python derrière pour ceux qui connaissent. Mais voilà, mais c'est compliqué parce que, toujours pareil, le marché change, le marché il est dynamique, donc il y a des saisonnalités, même le marché du VC en crypto, il évolue. C'est-à-dire que les termes changent, comment les projets lèvent des sous, ça change. Enfin bref, il y a énormément de choses qui changent. Je pense que c'est un truc qui est passionnant et moi, mon avis, c'est qu'en fait, il y a énormément de projets qui sont des rendements risques vraiment pourris, que les gens continuent d'acheter, continuent de décès dessus, ou continuent d'avoir dans leur portefeuille. Je trouve que c'est une catastrophe. D'ailleurs, on va faire pas mal de vidéos là-dessus. Et je pense que le premier truc en crypto, c'est d'éviter les mauvais trucs. Tu vois. Donc c'est pareil pour le VC. C'est déjà si tu évites les mauvais trucs, voilà. Alors, moi j'aime bien la DeFi, je trouve ça hyper cool, mais pour autant ça fait 2 ans que je fais pas de DeFi parce que je pense qu'il n'y a rien à faire et je pense qu'il n'y a vraiment rien eu à faire en DeFi dans les 2 dernières années. Il y a toujours des mecs qui vont dire oui, j'ai fait de l'argent, j'ai fait des bons deals, mais voilà, mec, arrête, tu vois, il y avait quasiment pas eu de croissance, donc c'est un jeu à somme nulle, enfin bref, c'est compliqué. Tu as plein de tokens qui ont des inflations, donc s'il n'y a pas non plus de croissance, tu vois, tu peux pas matcher ça. Donc voilà, donc le marché il tend à évoluer, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une stratégie qui est quand même relativement long terme. Le but c'est de construire un portefeuille VC, donc se dire voilà, sous les 2 prochaines années, enfin 6 mois, 2 prochaines années, je veux allouer tant, ça fait tant, tu vois, je crois que tu donnais 1% de tâche, 1% de ton folio. Moi je pense même pas en pourcentage parce que sinon ça ferait un peu bizarre. Enfin, mais je pense que ça peut être un truc intéressant aussi. Et toujours pareil, finalement, c'est de regarder ton portefeuille en pourcentage, ce que tu as dedans. Et si tu as, je sais pas, des gaming, des trucs qui sont pas ouf, bah, parfois peut-être que tu auras des meilleurs rendements risques là-dessus, etc. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée. Et je pense même toi qui étais pas réfractaire, je pense que t'étais pas réfractaire, c'est pas le terme, mais tu vois, tu comprenais pas trop, tu étais un peu sceptique et tout. Je pense que tu vois, ton avis, il a énormément évolué les 4-5 Clairement. derniers mois sur ça.
d'avoir vu des trucs, d'avoir vu des projets, et finalement de te rendre compte que il y a plein de projets, tu vois, qui sont là depuis 3 ans, qui n'ont pas deliver, c'est lent, tu vois, c'est compliqué d'être bullish dessus, tu vois. Moi, j'aimerais être bullish dessus, mais tu vois, c'est compliqué. Parce que Et on endosse beaucoup de risques avec certains projets, alors que quand exactement. tu vois justement tous ces deals passer, etc., tu te dis peut-être que le risk reward il est meilleur là-bas, et si l'herbe elle est plus verte ailleurs, autant y aller tout simplement. 100%. 100%. De toute façon, moi, c'est ce que je fais. Je fais que des blue chips, PTC, Ethereum, Solana et quelques altcoins. Et après, je fais que du VC. Entre les deux, c'est que du trading. Tu vois, on en discute souvent, même avec d'autres personnes. Mais c'est du trading. Donc là, il faut rester. Enfin, voilà, c'est du trading, c'est compliqué. Si c'est pas votre métier, vous n'êtes pas devant les écrans toute la journée. Je pense que c'est pas idéal pour vous de faire. Donc, c'est ça aussi ce qui est cool, c'est que c'est quand même relativement passif. Tu vois, il faut juste surveiller un peu ce qu'on fait, regarder un peu les sales. Est-ce que ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Essayer d'avoir une allocation et tu vois, entre guillemets, avancer, quoi. Donc voilà, je sais pas si tu avais d'autres questions. On est bon, on a plus de Tout est bon? questions maintenant. Merci beaucoup pour toutes ces Avec plaisir. réponses. J'espère que ça va aider un maximum de personnes. Pareil. Euh, du coup, c'est la fin de la vidéo. Ok. Bah, génial. Et bien évidemment, c'était Not a Financial Advice. Je pense que ça serait cool qu'on en fasse une dans 6 mois, parce qu'on aura pas mal évolué là-dessus. Il y aurait eu pas mal de deals qu'on aura fait en perso, Q42 et tout, donc je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Et Yes. bien évidemment, pour suivre la prochaine sale, le Twitter et le Telegram. C'est là qu'il y aura toutes les informations. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en privé, mais on avait quand même posté un truc sur le forum, donc c'était maintenant qu'on devait répondre aux questions. Mais n'hésitez pas si vous en avez, je pense même dessous sous la vidéo, ça peut être cool. Comme ça, tout le monde Ouais. peut les voir. Vous postez vos questions, vos réponses sous la vidéo. Et voilà quoi. Est-ce Yes. que tu as un mot de la fin est-ce qu'on va avoir un 100x, 1000x cette année? En vrai, moi, je pense, le x100, il est possible. Le Là, x100, on est eu il un est. x30, hein. On est eu un x30, donc qui peut monter un peu Ouais, plus. Donc bon, on va voir, et c'est pas fini. on croise les doigts. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais Mm. ça peut encore progresser. Mais C'est oui, moi, je ça. suis très optimiste quant à un x100. Let's go. On fait un x100. On veut un x100, les amis. Bon, merci, À Mike. bientôt. À bientôt. Et voilà.